Compte rendu de la 70e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 12 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 70e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. Bien avant sa communication, le président de la République, dans la suite de la communication qu'il avait faite hier à l'occasion de la réunion restreinte du gouvernement, a tenu à exprimer sa solidarité aux populations durement affectées par la récente offensive de l'armée rwandaise. À ces propos, il a instruit la Première ministre et les membres du gouvernement concernés à préparer urgemment une mission humanitaire qui pourra se rendre au Burundi et en Tanzanie pour apporter l'assistance humanitaire nécessaire à nos compatriotes qui se sont déplacés à la suite de ces événements. Revenant sur sa communication du jour, le président de la République a commencé par parler de la mise en œuvre des accords stratégiques signés avec les différents pays partenaires. Il est revenu sur la série d'accords récemment conclus avec plusieurs pays partenaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, notamment le Burundi, l'Uruguay, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, le Kazakhstan, le Qatar, la Serbie et d'autres, couvrant des domaines variés tels que la défense, la sécurité, l'économie, les mines, l'agriculture, la culture, les technologies, l'énergie, les infrastructures portuaires, la coopération juridique, l'exemption des visas, l'appui humanitaire multisectoriel, la promotion de la jeunesse et des sports, la consultation politique et la lutte contre les trafics transfrontaliers. Ces partenariats constituent un levier essentiel pour renforcer notre souveraineté, soutenir la transformation structurelle de notre économie, moderniser nos secteurs sociaux prioritaires et consolider la place de la République démocratique du Congo dans les dynamiques internationales à haute valeur ajoutée. Ils ouvrent un accès élargi aux financements innovants, aux technologies avancées et à l'expertise internationale, favorisent la diversification économique par l'industrialisation des chaînes de valeur, renforcent notre sécurité nationale, stimulent la création d'emplois et la formation des jeunes, soutiennent la résilience alimentaire, énergétique et sanitaire du pays et améliorent la gouvernance, l'attractivité et la compétitivité de notre économie. Au regard de ces enjeux, le président de la République a insisté sur la nécessité d'une exécution rapide, rigoureuse et coordonnée des 10 accords afin que leurs impacts positifs se traduisent concrètement dans la vie de nos concitoyens. À cet effet, il a instruit les membres du gouvernement concernés par chaque secteur d'accord d'assurer une coordination étroite avec la primature ainsi que la présidence de la République dans le but d'éviter tout retard ou chevauchement des responsabilités. La Première ministre, quant à elle, veillera à l'élaboration par chaque ministre sectoriel d'une feuille de route opérationnelle comprenant les actions prioritaires à court, moyen et long terme, les indicateurs de performance permettant d'apprécier l'état d'avancement, les mesures légales et réglementaires requises, les besoins en financement, les partenaires techniques et les échéances correspondantes, les retombées attendues pour la République démocratique du Congo. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité à prendre des dispositions sécuritaires et sociales en vue de la fin de l'année 2025. À l'approche des festivités des fins d'année, période traditionnellement marquée par une forte mobilité sociale, une intensification des échanges économiques et un accroissement des activités communautaires à travers le pays, le président de la République a rappelé la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines afin de garantir à nos populations une fin d'année paisible,
pleinement sécurisées et empreintes de dignité. Dans ces contextes, une attention particulière devrait être portée au renforcement des dispositifs de sécurité, à la fluidité des mouvements des personnes et des biens, à la prévention des risques liés au rassemblement public, ainsi qu'au maintien de l'ordre public dans le respect des libertés individuelles. De même, la veille stratégique doit être accrue pour anticiper toute menace éventuelle, notamment dans les zones sensibles, et protéger l'intégrité du territoire. Pour le président de la République, l'enjeu est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de célébrer ces moments de cohésion nationale dans un climat serein, garantissant la protection des familles, la continuité des services essentiels, la stabilité sociale et l'affirmation de l'autorité de l'État. À cet effet, il a instruit les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, celui de la Défense, ainsi que les services de renseignement, de renforcer les dispositifs de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les zones urbaines, les axes routiers, les lieux de culte, les centres commerciaux et les sites des grandes affluences. Des mesures préventives et opérationnelles renforcées devront être mises en œuvre afin de prévenir toute tentative de déstabilisation et de garantir la tranquillité publique durant cette période. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, devra quant à lui veiller à mobiliser les médias pour sensibiliser la population à la vigilance en invitant chaque citoyen à signaler tout comportement suspect et à éviter tout relâchement pouvant offrir une opportunité aux ennemis de la République. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de prendre toutes les diligences pour que les agents et fonctionnaires de l'État bénéficiaires de vivres soient servis et payés dans les délais afin d'assurer des conditions décentes pour les fêtes de fin d'année. Un rapport sur les dispositions à prendre par les ministres concernés relativement aux instructions données est attendu au prochain Conseil de ministres. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les suivis rigoureux des actions reprises dans les discours sur l'état de la nation du 8 décembre dernier. À la suite de son discours sur l'état de la nation, qu'il a prononcé devant le Congrès le 8 décembre dernier, le président de la République a rappelé les priorités stratégiques qui engagent la nation tout entière dans la poursuite de la paix, le redressement économique, la justice sociale, la sécurité, l'amélioration de la gouvernance et l'accélération de la transformation structurelle de notre pays. Le gouvernement, au premier chef, se trouve désormais investi de la responsabilité d'opérationnaliser dans les meilleurs délais les orientations qu'il a énoncées au nom du peuple pour le peuple, les défis auxquels notre pays fait face exigeant un pilotage exécutif resserré, une redevabilité accrue et une synchronisation constante des actions publiques autour des priorités nationales clairement définies. C'est pourquoi le président de la République attache une importance toute particulière à la mise en place d'un mécanisme de suivi, de coordination et d'évaluation régulière des actions découlant de ces discours, dans une logique des résultats tangibles, mesurables et visibles par nos concitoyens. Les engagements contenus dans les discours sur l'état de la nation ne peuvent produire leurs effets que s'ils sont traduits en plans d'action sectoriels assortis de calendriers précis, d'indicateurs des performances ainsi que des rapports périodiques consolidés, a-t-il insisté. Dans cette perspective, il a instruit la Première ministre en collaboration avec son cabinet de coordonner l'ensemble des actions gouvernementales en vue de la mise en œuvre intégrale et diligente des engagements découlant du discours sur l'état de la nation. À cet effet, il lui est demandé d'établir un plan de mise en œuvre gouvernementale consolidé, reprenant les engagements sectoriels, les ministres responsables, les échéances, les indicateurs de performance, ainsi que les besoins en moyens humains, techniques et budgétaires. Veiller à la cohérence intergouvernementale en assurant l'alignement des programmes ministériels, des projets prioritaires et des actions transversales sur les axes définis. Organiser des réunions régulières de suivi avec présentation d'un rapport mensuel sur l'état d'avancement des actions,
les contraintes rencontrées et les ajustements nécessaires. S'assurer de l'implication effective des membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, pour garantir une mise en œuvre harmonisée à tous les niveaux de l'exécutif. Veiller à la communication publique appropriée afin de maintenir l'information du peuple congolais sur les avancées, les réalisations et les défis du gouvernement dans la mise en œuvre des orientations présidentielles. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la participation de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le président de la République a d'abord tenu à exprimer, en ce moment déterminant pour notre sport national, la fierté et l'espoir que porte toute la nation congolaise à l'occasion de la participation de notre équipe nationale, les Léopards, à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Royaume du Maroc. La présence de notre sélection à ces rendez-vous continentaux revêt une portée majeure. Elle incarne l'unité, la résilience et la détermination du peuple congolais à se hisser parmi les grandes nations du football africain. Les Léopards portent avec honneur et responsabilité les aspirations de tout un pays. Ils sont le reflet de notre ambition collective d'exceller, de réussir et de renouer avec la tradition des performances mémorables qui ont façonné notre histoire sportive. Le président de la République a adressé à nos athlètes un message d'encouragement patriotique, qu'ils se dépassent, qu'ils jouent avec discipline, engagement et l'essence élevée du devoir national. Le gouvernement et l'ensemble de notre peuple leur témoignent un soutien total et constant, convaincus qu'avec le travail, la rigueur et la persévérance, ils peuvent accomplir l'exploit tant attendu, ramener la coupe au pays. Dans cet esprit, il attache une importance particulière à ce que la représentation officielle de la République démocratique du Congo soit sobre, responsable et strictement institutionnelle. Celle-ci sera assurée par le ministre des Sports et Loisirs, à l'exclusion de toute délégation élargie ou liste à caractère politique. Il a insisté pour qu'aucune accointance politique n'entache la mission d'accompagnement de notre équipe nationale. Par ailleurs, et compte tenu du contexte actuel, le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances ainsi que le ministre des Sports, il les a instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une préparation et une participation sans faille. Les moyens requis devront être disponibilisés dans le strict respect de l'orthodoxie, de la transparence et de la célérité budgétaire afin d'assurer les meilleures conditions d'encadrement et de performance. Enfin, le ministre des Sports et Loisirs a été invité à présenter au président de la République un rapport circonstancié détaillant les stratégies d'accompagnement des performances et des succès destinés à offrir à notre équipe nationale toutes les chances de réaliser un parcours exemplaire ambitieux à la hauteur des attentes de notre nation. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a orienté son intervention sur quelques points, notamment l'appel à l'unité et à la responsabilité dans la communication gouvernementale. À ces propos, elle a tenu à exprimer ses regrets face à la persistance des polémiques parfois contre-productives, portant sur des sujets sensibles concernant l'action gouvernementale. Il s'agit notamment des sujets susceptibles d'altérer la perception de notre action collective dans l'opinion publique. Elle a rappelé à cet égard l'interpellation formulée lors de la 54e réunion du Conseil des ministres sur l'impératif d'une communication gouvernementale coordonnée, cohérente et responsable. Cette instruction est plus que jamais nécessaire au moment où notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Nous avons le devoir de faire bloc derrière le président de la République en affichant clairement unité et solidarité plutôt que de laisser entendre des messages dissonants qui fragilisent l'action publique, a précisé la Première ministre. Elle a invité en conséquence les ministres de la Communication et des Médias, avec l'appui des services de la primature, de veiller
à ce que tous les intervenants s'alignent à la stratégie de communication du gouvernement pour mieux aborder les récents développements nationaux en s'inspirant notamment du discours du président de la République sur l'état de la nation. Dans ces conditions, elle a demandé à chaque membre du gouvernement d'éviter toute prise de position publique susceptible d'alimenter des polémiques. À elle d'insister, vos services de communication doivent user à bon escient, avec responsabilité et rigueur, des outils à leur disposition dans l'objectif du renforcement de la crédibilité de la parole gouvernementale. Enfin, la Première ministre a rappelé que toute déclaration ou toute action émanant d'un membre du gouvernement engage de fait la République. Les relations entre ministères avec les autres institutions et autres services de l'État doivent être guidées par la collégialité, la solidarité et la complémentarité. Elle a clôturé son propos en soumettant à l'attention de chacune et de chacun des membres du gouvernement une exhortation du chef de l'État, je cite, « Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur de la nation ». Dans l'autre volet de son intervention, la Première ministre est revenue sur l'urgence d'assurer une entrée en vigueur coordonnée de la prochaine réforme fiscale conformément à la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023. Notre pays se prépare à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de la réforme fiscale majeure portant sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt des sociétés. La principale innovation de cette réforme est qu'elle consacre le passage d'un système cédulaire à un système de globalisation des revenus plus cohérent, plus équitable, mieux aligné sur les standards internationaux. Pour rappel, les systèmes cédulaires consistent à soumettre un contribuable à plusieurs impositions suivant ses différentes sources de revenus. Ces systèmes de globalisation de revenus, qui sera désormais d'application dans notre pays, constituent un tournant décisif pour la modernisation de nos finances publiques. Il est aussi une opportunité stratégique pour résoudre une difficulté systémique qui freine depuis des décennies l'efficacité de notre justice et l'assainissement de notre économie, particulièrement la prise en charge des revenus de biens immobiliers. En guise d'illustration, près de 80% des contentieux judiciaires enregistrés au niveau national concernent un effet de conflit de propriété immobilière. Ces litiges sont souvent liés à l'absence de titres fiables, par conséquent, à une mauvaise déclaration de revenus provenant de biens immobiliers. Ces phénomènes constituent un frein majeur à la maximisation de recettes dans les secteurs immobiliers et désormais à la mise en œuvre optimale de la réforme fiscale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Dans cette perspective, elle a demandé aux ministres ayant dans leurs attributions l'intérieur, la justice, les finances, les affaires foncières, le mine et l'aménagement du territoire, à travailler étroitement avec son cabinet dans le cadre d'une commission ad hoc qui sera mise en place à cet effet. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué par la détérioration de la situation sécuritaire à Uvira à la suite des offensives lancées par la coalition RDF M23 et ce malgré l'entérinement de l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du président des États-Unis d'Amérique. L'indignation de l'opinion nationale face aux atrocités et tueries dont sont victimes de populations fuyant la ville d'Uvira à la recherche de refuge vers la frontière avec le Burundi. L'adhésion de la population à l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès le lundi 8 décembre 2025 dernier. Au plan sécuritaire, le vice-premier ministre a informé le Conseil de l'instruction faite aux gouverneurs de province et à la police nationale interdisant l'usage d'escortes, des gyrophares, des sirènes et feux multicolores dans les véhicules et motos, et ce en attendant la promulgation d'un texte réglementaire devant régir ces secteurs. Ce texte permettra également
de réglementer l'achat et la vente des gyrophares, sirènes et feux multicolores afin de limiter l'usage abusif et excessif de ces dispositifs de sécurité. Dans les Nord Kivu, il a été signalé la mise en place d'une administration parallèle et les opérations de transplantation des populations rwandaises dans les zones occupées par la coalition RDF M23 dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Des centaines d'enlèvements des jeunes, des incendies de maisons et des infrastructures socio-sanitaires ont été déplorés. Par ailleurs, en vue de lutter contre le banditisme et la criminalité, en cette période de festivités de fin d'année, il a annoncé une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux bourgmestres des communes, chefs des quartiers, ainsi qu'aux autres membres de comités locaux de sécurité des entités des bases dans le prochain jour. Le vice-premier ministre a terminé son rapport par la situation aux frontières après qu'il ait fait état des cas de sinistres et catastrophes enregistrés au cours de la semaine qui s'achève. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a informé le membre du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire spécifiquement dans la province du Sud Kivu. Celle-ci est marquée par la dégradation de la situation sécuritaire à Uvira, consécutive aux attaques à l'artillerie et à des bombardements des drones kamikazes de RDF, entraînant plusieurs pertes en vies humaines et les déplacements massifs des populations qui tentent d'échapper aux massacres et atrocités en tout genre. Les forces de défense prennent des mesures pour faire face à cette situation. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté les tableaux épidémiologiques avec un accent sur le choléra et les mpox. À propos du choléra, il a fait le point de la tendance à la baisse observée à la 48e semaine. Même chose observée en ce qui concerne le mpox. Le ministre de la Santé a rassuré que les dispositifs de riposte en cours sont maintenus pour permettre de faire face aux conséquences éventuelles de ces épidémies. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté l'état de lieu sur la gratuité de l'enseignement primaire et la feuille de route pour son extension au cycle terminal de l'éducation de base. Elle a souligné le fait que depuis la généralisation de la gratuité en 2019, le pays a enregistré une hausse significative des inscriptions, un allègement des charges de scolarité aux ménages et un renforcement du caractère public et protecteur de l'école primaire. Toutefois, la mise en œuvre a également révélé des défis structurels, en particulier en matière de soutenabilité financière, des gestions de ressources humaines et des disparités territoriales. Les enseignements clés de l'étude spatiale, conduite dans les 670 sous-divisions du pays, et les conditions nécessaires de l'extension de la gratuité au cycle terminal de l'éducation de base ont motivé la proposition d'une feuille de route graduée adossée à une phase de sécurisation préalable afin de garantir une mise en œuvre équitable, soutenable et conforme aux exigences juridiques et financières de la réforme. La ministre d'État a précisé que l'adoption de cette feuille de route offrirait au gouvernement un cadre solide, réaliste et équitable pour mener à bien l'extension de la gratuité tout en préservant la qualité du service public de l'éducation et en réduisant les inégalités territoriales. Elle garantit que la mise en œuvre de ce droit constitutionnel se fera de manière durable, maîtrisée et conforme aux engagements nationaux et internationaux de la République. L'extension de la gratuité au cycle terminal de l'éducation de base constitue ainsi une responsabilité collective et une occasion de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale, a-t-elle conclu. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a informé le membre du Conseil de l'organisation d'une conférence et d'une exposition sur la collaboration dans les domaines de la formation professionnelle entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine.
Cet événement, qui aura lieu le lundi 22 décembre au Centre culturel et artistique de Kinshasa, concerne environ 800 invités et stagiaires apprenants et s'inscrit dans la droite ligne du programme du gouvernement visant à bénéficier de l'expérience et de la technologie chinoise en matière de formation, d'orienter les formations vers les besoins réels de l'économie, notamment dans les secteurs où les entreprises chinoises sont fortement implantées, les renforcer et matérialiser la coopération bilatérale par des actions concrètes de renforcement des capacités du capital humain congolais. Les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, a sollicité et obtenu l'accompagnement du gouvernement pour la réussite de ces assises. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a présenté l'évolution de la situation d'urgence humanitaire, principalement dans la province du Sud Kivu, à la suite de l'offensive généralisée des forces rwandaises et de leurs supplétifs qui a aggravé la situation humanitaire. Ce tournant sécuritaire intervient à peine quelques jours après la validation par les gouvernements avec le partenaire, le 1er décembre 2025, des statistiques relatives à la situation humanitaire dans le pays, on s'est compris la situation de personnes déplacées internes. Ces statistiques sont destinées à orienter le plan de réponse humanitaire pour l'année 2026. Il en ressort que le nombre total de personnes dans les besoins humanitaires en République démocratique du Congo s'élève à 14,9 millions. L'assistance humanitaire nécessite l'équivalent de 1,4 milliard de dollars américains jusqu'à fin septembre 2025. Et le nombre des déplacés internes s'est élevé à 5,3 millions. L'afflux massif de nouveaux déplacés modifie désormais de manière significative les projections initiales. Les besoins réels dépassent largement les scénarios de planification adoptés, rendant indispensable une révision immédiate de population cible, des volumes d'assistance et des capacités logistiques mobilisables. La présence de forces hostiles à Uvira entraîne la fermeture de la frontière avec le Burundi, ce qui interrompt un couloir vital d'approvisionnement en vivres, carburant et produits de base, laissant craindre une pénurie. Avec cette détérioration de la situation humanitaire, il a été signalé plus de 35 000 déplacés en un jour à Mboko. 22 000 autres ont pu traverser vers le Burundi, tandis que le flux vers Baraka, Sang et Kilibé-Kalemi se poursuivent. Les organisations humanitaires ont évacué les milieux. Les besoins immédiats portent sur les abris, l'eau et l'assainissement, les soins d'urgence, la sécurité alimentaire, la protection des personnes vulnérables, notamment les femmes et enfants, ainsi que les personnes vivant avec VIH qui demeurent exposées à de multiples risques. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a recommandé une réponse gouvernementale visible et structurée, conformément à la demande du président de la République en ouverture du Conseil, à travers une mission des ministères concernés, dans l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire, d'activer les mécanismes humanitaires d'urgence pour l'acheminement et la coordination de l'assistance, d'accélérer la démarche diplomatique avec le Burundi en vue de l'ouverture d'un corridor humanitaire temporaire, de mobiliser les dispositifs nationaux et internationaux, des plaidoyers pour soutenir la stabilisation de la région. Au-delà de cette situation, elle a sollicité une attention particulière pour les communautés de Boma dans le Congo central, Bandundu-Ville dans les Kwilu, Buta dans les Bazuélé et Mouchi dans les Maïndombe, frappés par les inondations provoquées par les pluies diluviennes, sans oublier les déplacés victimes des Mobondo. Note d'information relevant du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a pour sa part présenté une note d'information relative à la signature de l'accord de modernisation et de construction des infrastructures aux postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Cet accord s'inscrit dans la volonté commune des deux États de moderniser les plateformes frontalières, de fluidifier les échanges et d'assurer une meilleure coopération douanière et commerciale conformément aux exigences internationales, notamment celles de l'Organisation mondiale du commerce,
dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges. Sont concernés les postes frontaliers de Kasumbalesa, Kambimba, Kipushi et Mokambo, ainsi que tout autre poste d'entrée à convenir ultérieurement par les deux parties. Ces postes frontaliers sont identifiés comme stratégiques au regard du flux commercial observé sur cette frontière, servant de connexion entre la République démocratique du Congo et la partie Est ainsi que la partie Sud du continent africain. Autant le ministre du Commerce extérieur a expliqué les multiples avantages de l'opérationnalisation des postes frontaliers à arrêt unique, autant il a identifié les obstacles à contourner grâce à une stratégie adaptée. Il a terminé son intervention par une série de recommandations stratégiques nécessitant une attention particulière du gouvernement pour accélérer les travaux techniques et administratifs afin que notre pays consolide sa position de carrefour commercial régional. Note d'information relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME a présenté une note d'information à deux volets. Le premier volet concernait les recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Il a indiqué à ses propos qu'au terme de ces assises tenues à Kinshasa, du 18 au 20 novembre 2025, à l'initiative du président de la République, 305 recommandations brutes ont été formulées pour transformer les terrains de l'emploi et de l'entrepreneuriat de nos jeunes avec déclinaison des actions concrètes à mener, ainsi qu'un échéancier à court, moyen et long terme de mise en œuvre. De même, des indicateurs précis et mesurables de performance, ainsi que les livrables attendus ont été précisés. Pour rester en fidèle concordance avec les diagnostics qui avaient épinglé 12 fléaux majeurs qui gangrènent l'emploi et l'entrepreneuriat de nos jeunes, les dites recommandations brutes formulées par les participants ont été regroupées en 70 mesures concrètes ou actions que contient le programme présidentiel. Le deuxième volet de son intervention concernait l'état d'avancement dans la mise en œuvre de zones économiques spéciales de Maluku et de Moussompo. À ces sujets, il intervenait comme assumant l'intérim du ministre de l'Industrie. Il a soutenu que les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale de Kin-Malebo évoluent bien sur le site. La construction de la ligne électrique, une fois achevée, permettra le démarrage de ces sites au début de l'année 2026. Quant à la zone économique spéciale pilote de Maluku, les processus de construction des usines agréées par l'ASES évoluent bien, nonobstant certains retards causés par le non-octroi des exonérations et les coûts élevés de l'électricité. Plus de 600 millions de dollars seront investis dans cette zone économique spéciale dans sa phase pilote sur près de 250 hectares. À côté des avancées et les goulots d'étranglement mis en exergue, des propositions de solutions idoines ont été formulées pour mieux accompagner les investisseurs y évoluant. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation de textes, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises respectivement lors de la 62e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 5 décembre 2025 et de la réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Deux textes ont été soumis à l'examen. Le premier, portant projet d'ordonnance relevant du secteur de la défense nationale, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet d'ordonnance fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Fonds de soutien et de développement de forces armées de la République démocratique du Congo, en sigle FSD-FARDC. Il a pour objectif principal de financer la programmation militaire, notamment par la collecte de toutes sommes sous forme d'efforts de guerre au titre des contributions du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, des entreprises publiques ou privées, des bailleurs de fonds, de partenaires et de toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
la négociation de pourcentage de quotité à ponctionner sur les actes générateurs de recettes du pouvoir central ciblés en rapport avec la défense nationale, le suivi et la collecte de fonds affectés au profit de la défense nationale et anciens combattants, l'initiation, la négociation et la détermination de quotités à percevoir dans les contrats de partenariat, la sensibilisation de toutes les couches sociales à contribuer à l'effort de guerre. L'opérationnalisation de ce fonds permettra au gouvernement de doter les FARDC des équipements adaptés aux menaces actuelles et futures et de développer les capacités fonctionnelles et opérationnelles de nos forces armées pour restaurer et maintenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance a été adopté. Projet de décret relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant uniformisation des titres du secteur de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Ces textes répondent à l'impératif pour le gouvernement de réaffirmer son autorité en matière d'émission, de reconnaissance et d'entérinement des titres dans les secteurs de la formation professionnelle. Il s'agit d'une reprise en main visant à garantir la comparabilité avec les systèmes des certifications internationaux, de sécuriser les litres en les érigeant en imprimés de valeur relevant exclusivement de l'État et améliorer la gouvernance du secteur. Entendez plutôt sécuriser les titres. Offrir aux employeurs et investisseurs une meilleure lisibilité de compétences disponibles. Le ministre d'État a conclu en rappelant que c'est dans cette optique que la Première ministre a lancé la campagne de valorisation des acquis de l'expérience, réaffirmant ainsi la souveraineté de l'État dans ces domaines stratégiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 15h juste, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h38. Je vous remercie.